Mon mari a dit à sa mère, ce gros hippopotame me dégoûte, je ne m'intéresse qu'à sa fortune. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu, mais le lendemain j'ai vendu ma maison à 2,4 millions de dollars puis j'ai disparu, en vidant tous les comptes et en ne laissant qu'un mot. Je m'appelle Alara, et j'ai 34 ans. Je me tenais dans le couloir de la maison que j'avais achetée avec mon propre argent à Charlotte, en Caroline du Nord, écoutant mon mari me décrire comme si j'étais quelque chose qu'il avait gratté sous sa chaussure. Le sol en marbre était froid sous mes pieds nus. Et je me souviens avoir pensé combien il était étrange que je ne pleure pas. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais juste engourdi. « Quand auras-tu accès à tout ?» demanda Elané, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur qui m'atteignit tout de même clairement. « Bientôt, dit Bryce, j'ai été patient pendant 3 ans. Le contrat de mariage expire dans 6 mois, et alors je pourrai demander le divorce et prendre la moitié de tout. Peut-être plus si je joue bien mes cartes. » J'ai reculé de la porte, lentement, prudemment, en m'assurant que le plancher ne grince pas. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes mains étaient stables. J'ai redescendu le couloir jusqu'à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise au bar du petit déjeuner. Le soleil du soir filtrait à travers les fenêtres, donnant à tout un aspect chaleureux, doré et normal, comme si mon monde ne venait pas de s'effondrer. J'avais rencontré Bryce il y a 4 ans lors d'une conférence sur le développement et les acquisitions financières à Atlanta, en Géorgie. Je possédais une entreprise de promotion immobilière prospère que j'avais bâtie à partir de rien après la mort de mon père, qui m'avait laissé un petit héritage. J'avais transformé une somme modeste en un empire de 10 millions de dollars grâce à des investissements prudents, des partenariats intelligents et des journées de travail de 16 heures. Bryce avait été charmant, attentionné, intéressé par tout ce que je disais. Il m'avait complètement conquise avec des dîners romantiques et de longues conversations sur nos rêves. Il m'avait demandé en mariage après 8 mois, et j'avais été si heureuse que j'en avais pleuré pendant 1 heure. Maintenant, assise dans ma cuisine, je réalisais que chaque moment avait été une mise en scène. Chaque baiser, chaque « je t'aime » murmuré. Chaque fois qu'il m'avait serré dans ses bras avait été un mensonge. Il avait compté les jours jusqu'à ce qu'il puisse prendre ce que j'avais construit et s'en aller. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Bryce est apparu dans l'embrasure de la cuisine, son visage se transformant en ce sourire chaleureux que j'avais autrefois cru sincère. Il était beau d'une manière ordinaire, avec des cheveux bruns et des yeux bleus qui plissaient au coin quand il souriait. Elané le suivait, grande et mince, avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré. Elle m'a jeté le même regard que d'habitude, comme si j'étais quelque chose de fâcheux qu'elle devait tolérer. « Et, ma chérie » dit Bryce en traversant la pièce pour m'embrasser sur la joue. On parlait juste à l'étage de peut-être sortir dîner ce soir. Qu'en penses-tu? Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. C'était la partie la plus étrange. 3 minutes plus tôt, j'aurais ressenti de l'amour. Ou du moins ce que je pensais être de l'amour. Maintenant, il n'y avait qu'un espace vide là où ces sentiments avaient été. En fait, je ne me sens pas bien, dis-je, ma voix sortant stable et calme. Allez-y tous les deux. Je pense que je vais juste prendre une soupe et me coucher tôt. Les yeux d'Elané s'illuminèrent d'un plaisir à peine dissimulé. Oh, quel dommage. Eh bien, nous n'allons pas gâcher votre réservation. Viens, Bryce. Je les ai regardés partir, j'ai écouté la porte du garage se fermer, j'ai entendu la voiture de Bryce s'éloigner. Puis je suis resté assise dans le silence de ma belle maison et je me suis permis de le ressentir. La trahison, l'humiliation, la rage qui commençait à monter dans ma poitrine, comme un feu qui prenait. J'avais passé 3 ans à lui préparer ses plats préférés, même s'il se plaignait de mon poids. J'avais assisté aux dîners insupportables de sa mère où elle critiquait tout, de mes vêtements à ma carrière. J'avais soutenu ses entreprises commerciales ratées, signé des chèques sans me plaindre, je l'avais cru quand il disait qu'il travaillait tard, et tout cela avait été un mensonge. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, à la même heure que d'habitude. Bryce dormait encore à côté de moi, son visage paisible et innocent dans la lumière de l'aube. Je me suis levé sans bruit, je me suis habillé et je suis descendu dans mon bureau à domicile. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à faire des listes. J'avais bâti mon entreprise grâce à une planification minutieuse et une attention aux détails. Chaque projet réussi commençait par un plan solide, des objectifs clairs et des recherches approfondies. Ce ne serait pas différent. Si Bryce pensait qu'il pouvait me manipuler pour me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, il avait sérieusement sous-estimé la personne qu'il avait épousée.
La première chose que j'ai faite a été de consulter tous nos dossiers financiers. J'avais toujours géré notre argent parce que Bryce prétendait ne pas être doué avec les chiffres. Maintenant, je comprenais que cela avait été stratégique. Il avait voulu que je le pense inoffensif, incompétent, tout en attendant son heure. Nous avions un contrat de mariage sur lequel j'avais insisté avant le mariage. Mon avocat l'avait rédigé pour protéger mes actifs existants et mon entreprise. L'accord stipulait que tout ce que je possédais avant le mariage resterait ma propriété exclusive. Cependant, il y avait une clause que j'avais acceptée à la demande de Bryce. Après 5 ans de mariage, nous dissoudrions le contrat et passerions à un régime de communauté de biens standard. À l'époque, j'avais trouvé cela romantique, un signe de confiance. Maintenant, je réalisais que c'était le piège qu'il avait tendu depuis le début. Nous étions mariés depuis 3 ans et 4 mois. Dans 8 mois, tout ce que je possédais deviendrait des biens communautaires, et il pourrait divorcer et partir avec la moitié. J'ai consulté l'acte de propriété de notre maison. Je l'avais achetée il y a 2 ans pour 3 millions de dollars. Elle était à mon nom seul, protégée par le contrat de mariage. Mon entreprise était évaluée à environ 10 millions, également protégée. J'avais des comptes d'investissement, des fonds de retraite et un portefeuille d'actions qui totalisait collectivement 4 millions de dollars supplémentaires. Bryce n'avait rien apporté. Il avait travaillé sporadiquement à l'agence d'assurance de son frère Dean, mais il avait démissionné il y a 6 mois, prétendant vouloir se concentrer sur ses propres projets entrepreneuriaux. J'avais soutenu cette décision. J'avais tout soutenu. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les chiffres à l'écran. 17 millions de dollars. C'était donc ce que valaient pour lui mes 3 années de faux amour. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma partenaire d'affaires, Camilla. Elle voulait discuter d'une nouvelle opportunité de développement immobilier dans le centre-ville. Je connaissais Camilla depuis 12 ans. Elle avait été ma première cliente importante quand je débutais, et nous avions formé un partenariat il y a 5 ans. Elle était intelligente, impitoyable en négociation, et ne m'avait jamais jugé pour mon poids ou quoi que ce soit d'autre à mon sujet. Je lui ai répondu par SMS, « Pouvons-nous nous voir aujourd'hui ? Quelque chose d'important est arrivé. » Elle a répondu immédiatement. Déjeuner à l'Oak-Room. Midi, j'ai passé les heures suivantes à examiner chaque document, chaque compte, chaque actif. J'ai fait des copies de tout, je les ai sauvegardés sur un disque crypté et sur un serveur cloud sécurisé. Bryce a dormi jusqu'à 9 heures, puis est descendu en pyjama, bâillant et se grattant la poitrine. « Bonjour, bébé, dit-il en m'embrassant le sommet de la tête en passant. Tu es levé tôt. Grosse journée. Je rattrape juste un peu de paperasse, dis-je sans lever les yeux de mon écran. Il s'est versé un café et s'est assis au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Je rejoins Dean pour le golf cet après-midi, dit-il. Ça te va? Dean était son jeune frère, celui qu'il employait quand il daignait travailler. J'avais toujours trouvé Dean insipide et légèrement malhonnête, mais je l'avais toléré parce que la famille était importante. Maintenant, je me demandais si Dean était dans le coup. S'ils avaient ri de moi ensemble, de la grosse femme riche et stupide qui avait cru à l'amour. C'est bon, dis-je. J'ai un déjeuner de travail de toute façon. Ah oui. Avec qui? Camilla. Juste des affaires. Il a hoché la tête, déjà lassé de la conversation. C'était une autre chose que j'avais remarqué au fil des ans. Il ne prêtait attention que lorsque nous parlions d'argent ou lorsque d'autres personnes nous regardaient. En privé, il me traitait comme un meuble. Je me disais que c'était juste le silence confortable des couples de longue date. Maintenant, je comprenais que c'était du mépris. Je suis parti à 11h30 et j'ai conduit jusqu'à l'Oak-Room, un petit restaurant près de mon bureau au centre-ville. Camilla était déjà là, assise à notre table habituelle au fond. Elle avait 52 ans, des cheveux gris courts et des yeux verts perçants qui ne manquaient rien. Elle s'est levée quand elle m'a vu et m'a serré brièvement dans ses bras. « Tu as l'air tendu, dit-elle alors que nous nous asseyions. Que se passe-t-il? » Je lui ai tout raconté. La conversation surprise, le piège du contrat de mariage, la réalisation que tout mon mariage avait été une escroquerie. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression se durcissant à chaque phrase. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée et a bu une longue gorgée de son eau. « Quel salaud absolu !» a-t-elle finalement dit. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, dis-je. Mais je dois agir vite. J'ai 8 mois avant que le contrat de mariage n'expire.
S'il demande le divorce après ça, il obtient la moitié de tout. Et tu sais comment ça se passe. Il prétendra qu'il a soutenu ma carrière, qu'il a sacrifié ses propres opportunités. Il me dépeindra comme la femme d'affaires froide qu'il a négligée. Alors, tu dois demander le divorce en premier, dit Camilla. Peut-être, mais je n'arrête pas de penser à ce qu'il a dit sur le fait d'être patient pendant 3 ans, sur le fait de bien jouer ses cartes. Il a planifié ça depuis le début, Camilla. Toute la relation était fausse. Alors assure-toi qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite, dit-elle, c'est-à-dire rien. Nous avons discuté pendant le déjeuner, examinant les options et les stratégies. Camilla avait traversé un divorce brutal il y a 10 ans, et elle connaissait toutes les ficelles du métier. Au moment où nous avons fini de manger, j'avais le début d'un plan. Ce soir-là, j'ai agi comme si rien n'avait changé. J'ai préparé le dîner, un poulet rôti avec des légumes que j'ai à peine touchés. Bryce a mangé avec enthousiasme, me racontant sa partie de golf et une opportunité d'investissement que Dean avait mentionnée. J'ai hoché la tête, souri et fait semblant de m'y intéresser. Il n'a pas remarqué la différence. Il ne remarquait jamais rien chez moi. Elane a appelé pendant le dîner. Bryce l'a mise sur haut-parleur et je l'ai écouté se plaindre des drames de son club de jardinage pendant que je débarrassais les assiettes. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle ne le faisait jamais. Quand Bryce a finalement raccroché, il s'est étiré et abaillé. « Je pense que je vais regarder le match, dit-il. Tu veux te joindre à moi? J'ai du travail à finir, dis-je. Vas-y, je suis retourné à mon bureau et j'ai continué mes recherches. J'ai examiné les comptes offshore, les fiducies de protection d'actifs et les lois sur le transfert de propriété. J'ai consulté 3 avocats différents par email crypté, sans mentionner de nom, mais en expliquant la situation en termes généraux. Je devais comprendre exactement quelles étaient mes options et comment protéger ce que j'avais construit. La vérité, c'est que je ne voulais pas simplement divorcer de Bryce et passer à autre chose. Cela semblait trop simple, trop facile pour lui. Il avait passé 3 ans à me mentir, à me manipuler, à attendre son pactole. Il m'avait fait douter de moi, avoir honte de mon corps, remettre en question ma valeur. Sa mère m'avait traité comme une moins que rien, et il l'avait encouragée. Ils avaient ri de moi ensemble, m'avaient traité de gros hippopotame, avaient discuté de ma fortune comme si elle était déjà la leur. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti dans ce couloir. Je voulais qu'ils comprennent ce que cela signifiait de se voir tout enlevé. Je voulais la justice, la vraie justice, pas seulement un règlement de divorce. La semaine suivante, j'ai agi avec prudence. Je suis allé travailler tous les jours, j'ai géré mes propriétés, j'ai rencontré des entrepreneurs et des investisseurs. À la maison, j'étais la même épouse dévouée que j'avais toujours été. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais la conversation. Bryce ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais stupide et désespérée, reconnaissante de l'avoir malgré son manque évident d'attirance pour moi. Mais en coulisses, je démantelais tout. J'ai contacté un avocat d'affaires à Boston spécialisé dans la restructuration d'entreprises. J'ai rencontré mon comptable, Arthur, et discuté de la réorganisation de la structure financière de mon entreprise. J'ai contacté un ancien collègue qui travaillait maintenant dans la promotion immobilière internationale. Chaque conversation était soigneusement documentée, chaque décision stratégique. J'ai aussi engagé un détective privé. Il s'appelait Marcus, et il m'avait été chaudement recommandé par Camilla. Je lui ai confié une seule mission, suivre Bryce et tout documenter. Je ne savais pas ce qu'il trouverait, mais j'avais le sentiment qu'il y avait plus à découvrir. Les hommes qui mentent sur une chose mentent généralement sur tout. Marcus m'a appelé 3 jours plus tard alors que j'étais en inspection sur une propriété dans le sud de Charlotte. Je me suis éloigné de mon contremaître et j'ai pris l'appel. « Vous devez voir ça, dit Marcus, la voix sombre. Pouvez-vous me rejoindre ? » Nous nous sommes rencontrés dans un café 1 heure plus tard. Marcus avait la soixantaine, les cheveux gris et un air professionnel qui inspirait immédiatement confiance. Il a fait glisser un dossier Mani sur la table sans préambule. À l'intérieur, il y avait des photos. Bryce avec une femme que je ne reconnaissais pas, Bryce embrassant cette femme devant un hôtel. Bryce entrant dans un immeuble avec elle. Les photos étaient datées et horodatées. Elles remontaient à 14 mois. Elle s'appelle Chloé, dit Marcus. Elle a 26 ans. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire.
Il la voit depuis environ 6 mois après que vous ayez acheté votre maison. L'appartement est à lui. Il le loue via une SARL, paie en liquide. Elle ne sait pas qu'il est marié. J'ai regardé les photos et j'ai ressenti à nouveau cette étrange torpeur. Ça aurait dû faire plus mal. Ça aurait dû me détruire. Au lieu de ça, je me suis senti étrangement validé. C'était qui il était vraiment. C'était la vérité sous la mise en scène. Il y a plus, dit Marcus. J'ai fait quelques recherches sur ses finances. Il a d'importantes dettes de jeu, environ 250 000 $ répartis sur 3 casinos différents. Il a utilisé des avances de fonds sur des cartes de crédit dont vous ignoriez l'existence. Votre nom n'y figure pas, mais il a payé les mensualités minimales à partir du compte courant auquel vous lui donnez accès. J'ai levé les yeux des photos. Combien a-t-il pris? Environ 40 000 $ au cours de la dernière année. De petites sommes. Rien qui n'aurait attiré votre attention, mais ça s'additionne. J'ai fermé le dossier et me suis adossé. Continuez à le suivre. Documentez tout. Je veux connaître chaque mensonge, chaque dette, chaque secret. Pouvez-vous faire ça? Absolument, dit Marcus. Qu'est-ce que vous prévoyez? Je prévois de m'assurer qu'il ne sous-estime plus jamais personne, dis-je. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de Bryce, je l'ai regardé dormir. Il avait l'air paisible, content, comme un homme sans souci. Il n'avait aucune idée que son plan soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Il ne savait pas que la grosse femme stupide qu'il avait utilisée avait 10 longueurs d'avance sur lui. Il se croyait le prédateur. Mais il avait fait une erreur critique. Il avait sous-estimé sa proie. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence du centre-ville de Boston avec 3 avocats, mon comptable et Camilla. La vue depuis le 42e étage était spectaculaire, mais je l'ai à peine remarqué. J'étais concentré sur les documents étalés sur la table en acajou devant moi. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dis-je, en regardant l'avocate principale, une femme nommée Anna, spécialisée dans la protection des actifs. Si je restructure mon entreprise de cette manière, que je convertis mes actifs personnels en actifs commerciaux et que j'établis la fiducie que vous recommandez, tout devient intouchable en cas de divorce. Pas entièrement intouchable, dit Anna prudemment, mais beaucoup plus compliqué d'accès. Votre mari devrait prouver que ces mesures ont été prises de mauvaise foi, spécifiquement pour le frauder lors d'un divorce. Étant donné que vous ne demandez pas le divorce, que vous restructurez simplement votre entreprise pour des raisons légitimes et que le contrat de mariage est toujours en vigueur, il aurait un dossier très difficile à monter. Et la maison? Demandai-je. La maison est intéressante, dit Anna en sortant un autre document. Vous l'avez achetée il y a 2 ans à votre seul nom. Elle est protégée par votre contrat de mariage. Cependant, si vous vouliez vous assurer qu'il n'y ait absolument aucune discussion sur l'appréciation des biens matrimoniaux, vous pourriez la vendre et réinvestir le produit dans la fiducie avant l'expiration du contrat. J'ai regardé Camilla. Nous avions discuté de cette possibilité, mais l'entendre exposer si clairement la rendait réelle. Vendre la maison signifiait partir, faire un geste visible que Bryce remarquerait. Cela signifiait que le jeu commençait vraiment. Combien de temps cela prendrait-il, demandai-je. Sur ce marché, avec une propriété comme la vôtre, 2 à 3 semaines si vous fixez le bon prix, dit Anna. Nous avons des contacts avec plusieurs agences immobilières spécialisées dans les ventes rapides et discrètes. Mon comptable, Arthur, se pencha en avant. Il avait 68 ans et gérait mes finances depuis que j'avais créé mon entreprise. Il m'avait vu tout construire à partir de rien, et il avait été sincèrement en colère quand je lui avais raconté ce que Bryce avait prévu. J'ai fait les calculs de toutes les manières possibles, dit Arthur. Ce que propose Anna est tout à fait légal. Vous réorganisez la structure de votre entreprise pour préparer une expansion, ce que vous prévoyez de toute façon. La fiducie est un outil de planification successorale standard. Vendre la maison et déménager pour des raisons professionnelles est logique compte tenu des nouvelles opportunités de développement en centre-ville. Rien de tout cela n'est inhabituel pour quelqu'un dans votre position, sauf que cela laisse Bryce sans rien, dis-je. Cela le laisse avec exactement ce qu'il a apporté, corrigea Arthur, c'est-à-dire rien. J'ai pensé aux photos que Marcus m'avait données. Bryce avec Chloé, riant, s'embrassant, jouant au petit couple dans l'appartement qu'il avait loué avec de l'argent qu'il m'avait volé. J'ai pensé au rire cruel d'Elaney, au fait qu'on m'ait traité de gros hippopotame. À 3 ans passés à croire en un amour qui n'avait jamais existé.
Faisons-le, dis-je. Tout. Quand pouvons-nous commencer? Aujourd'hui, dit Anna. J'aurai les documents prêts pour demain matin. La fiducie peut être établie en une semaine. La restructuration de l'entreprise prendra un peu plus de temps, mais nous pouvons commencer le processus immédiatement. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue chaque détail. J'ai signé des documents préliminaires, autorisé Arthur à commencer le transfert des actifs et approuvé le plan de réorganisation de l'entreprise. Au moment où j'ai quitté Boston, la machine était en marche. J'ai repris la route pour Charlotte, me sentant étrangement calme. Les lumières de la ville défilaient alors que je traversais le pont sur la rivière Charles. Quelque part dans cette ville, Bryce était probablement avec Chloé, mentant sur le fait de travailler tard. Ou peut-être était-il à la maison, jouant le mari dévoué, attendant son pactole. Cela n'avait plus d'importance. Il avait déjà perdu. Il ne le savait juste pas encore. Quand je suis rentré ce soir-là, Bryce était sur le canapé à regarder la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entré, surpris. « Tu es en retard, dit-il. »« Où étais-tu ?»« Boston, dis-je en posant ma mallette. »« Réunion d'affaires. »« Je t'ai envoyé un texto ce matin. » Il avait l'air confus, vérifiant son téléphone. « Oh, c'est vrai. Désolé, j'ai dû le manquer. »« Comment ça s'est passé ?»« Vraiment bien, en fait, dis-je. » Et c'était la vérité. Je restructure l'entreprise, je m'étends sur de nouveaux marchés. Ça va signifier quelques changements, mais des bons. C'est super, bébé, dit-il, se retournant déjà vers la télévision. Il n'a pas posé de questions sur les détails. Mon entreprise ne l'intéressait pas, sauf si elle affectait son compte en banque. Je suis monté, j'ai pris une longue douche et je me suis allongé dans mon lit en pensant aux prochaines étapes. Marcus avait continué sa surveillance, et les rapports continuaient d'arriver. Les dettes de Bryce étaient pires que nous ne le pensions au départ. Il devait de l'argent, non seulement à des casinos, mais aussi à des usuriers. Il avait emprunté à des amis, à son frère, à quiconque lui donnerait de l'argent. Il se noyait désespérément, attendant que le pactole de son divorce le rend flou. La liaison avec Chloé était sérieuse. Marcus avait des enregistrements de Bryce lui promettant qu'ils seraient bientôt ensemble, qu'il attendait juste le bon moment pour quitter sa femme. Il lui avait dit que j'étais froide et distante, que notre mariage était terminé en tout sauf en nom. Il s'était fait passer pour la victime, le pauvre homme piégé avec une femme qu'il n'aimait pas. J'avais été en colère au début, puis blessé, mais maintenant je ressentais juste une étrange sorte de clarté. Bryce n'était plus une personne pour moi. C'était un problème à résoudre, une erreur à corriger. J'avais passé 3 ans à essayer d'être assez bien pour lui, à me changer, à douter de moi, à accepter les abus de sa mère parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. J'avais eu tellement tort. Le lendemain matin, j'ai appelé une agente immobilière avec qui j'avais déjà travaillé, une femme vive nommée Sky, qui s'occupait de propriétés haut de gamme. Je l'ai rencontrée dans un café près de mon bureau. « J'ai besoin de vendre ma maison, dis-je sans préambule. Vite, discrètement et à un bon prix. » Sky n'a même pas scié. « Quand vous dites vite, quel est votre délai ? » 2 semaines, 3 au maximum. Et votre mari n'a pas besoin de savoir avant que les contrats ne soient signés. Elle a souri, et ce n'était pas une expression agréable. J'ai entendu dire que vous pourriez faire quelques changements. Camilla a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'une aide discrète. J'ai 3 acheteurs qui cherchent dans votre quartier. Offre en espèces, clôture rapide. Quand puis-je voir la propriété ? Aujourd'hui, dis-je. Bryce joue au golf tous les jeudis après-midi. Passé à 14 heures. Sky est arrivé à 14 heures précises, accompagné d'un photographe et d'un consultant en home staging. Ils ont parcouru ma maison efficacement, professionnellement, prenant des notes et des photos. Je les ai regardés évaluer la maison que j'avais choisie si soigneusement, l'endroit où je pensais construire une vie. Maintenant, ce n'était plus qu'un autre actif à liquider. Vous l'avez magnifiquement entretenu, dit Sky alors que nous étions dans la chambre principale. Les rénovations que vous avez faites l'année dernière ont vraiment augmenté la valeur. Je suis convaincu que nous pouvons obtenir 3,2 millions, peut-être 3,3 millions. Le marché est fort en ce moment. À quelle vitesse pouvez-vous agir ? Demandai-je. J'aurai les annonces prêtes pour demain, mais je vais commencer par ma liste de clients privés. Pas d'annonces publiques sauf si nécessaire.
Je devrais avoir des offres d'ici le week-end. Elle avait raison. Le samedi matin, j'avais 3 offres. 2 à 3,2 millions, une à 3,3 millions. Toutes en espèces, toutes prêtes à conclure en 2 semaines. J'ai accepté l'offre la plus élevée et signé les contrats dans le bureau de Sky cet après-midi-là, pendant que Bryce pensait que j'étais en inspection de propriété. Quand je suis rentré, il était dans le salon avec Elané. Ils ont levé les yeux quand je suis entré et quelque chose dans leurs expressions m'a fait marquer une pause. Ils parlaient de quelque chose de sérieux et je les avais interrompus. « Alara, » dit Elané, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. « Quel plaisir de te voir. Je disais justement à Bryce que nous devrions tous dîner ensemble la semaine prochaine, un vrai repas de famille. » Ça a l'air sympa, dis-je, me demandant ce qu'il préparait vraiment. Elané n'avait jamais suggéré de dîner de famille auparavant. D'habitude, elle préférait que je n'existe pas, je cuisinerai, continua Elané. Chez moi, samedi prochain soir. Bien sûr, tu viendras, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de provoquant dans son ton, comme si elle s'attendait à ce que je refuse. Comme si elle voulait que je refuse pour pouvoir me le reprocher plus tard. Bien sûr, dis-je. J'y serai. Après le départ d'Elané, Bryce était plus silencieux que d'habitude. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards étranges, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Cette nuit-là, au lit, il s'est retourné et a passé son bras autour de moi. Quelque chose qu'il faisait rarement maintenant. « Tu sembles différente dernièrement, dit-il. Plus confiante ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe ?» Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Juste excité par l'expansion de l'entreprise. C'est une grosse opportunité. Ouais, à ce sujet, dit-il. Je pensais que je devrais peut-être m'impliquer davantage. Je veux dire, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé et je connais assez bien l'entreprise maintenant. Peut-être que je pourrais prendre un vrai rôle, pas seulement en tant que ton mari, mais en tant que partenaire. Voilà. Il devenait nerveux. Quelque chose l'avait effrayé, lui avait donné envie de sécuriser sa position plus fermement. Je me demandais si Dean avait dit quelque chose ou si Elané avait planté l'idée. Quoi qu'il en soit, il essayait de lier son nom à mon entreprise avant l'expiration du contrat de mariage. C'est gentil, dis-je en me tournant pour lui faire face dans l'obscurité. Mais, tu sais, la structure de l'entreprise est assez bien établie. Tous les partenariats sont formalisés. Ce serait compliqué d'ajouter quelqu'un de nouveau, même toi. Mais je suis ton mari, dit-il, et je pouvais entendre le ton tranchant dans sa voix. Ça devrait compter pour quelque chose. Ça compte, mentis-je. Ça compte pour tout. Mais les affaires sont les affaires. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il est resté silencieux un long moment. Ouais, dit-il finalement. Je suppose que oui. Mais je pouvais sentir la tension dans son corps, la suspicion qui commençait à grandir. Je devais agir plus vite que prévu. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. J'ai signé les documents de clôture finaux de la maison le mardi. Les nouveaux propriétaires voulaient prendre possession dans 10 jours, ce qui signifiait que je devais faire mes cartons et trouver un endroit où aller. J'ai dit à Bryce que l'entreprise avait acheté un appartement de fonction temporaire en centre-ville pour que je l'utilise pendant le projet d'expansion, que c'était plus logique que de faire des allers-retours tous les jours. Et moi, demanda-t-il. Et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. L'appartement est minuscule, juste un studio, dis-je. Tu peux rester ici jusqu'à ce que je trouve une solution permanente pour nous. C'est seulement temporaire. Ça ne lui plaisait pas. Mais que pouvait-il dire? J'étais censé travailler jour et nuit sur un projet d'entreprise majeur. C'était logique. Il n'avait aucune idée que la maison avait été vendue dans son dos. J'ai commencé à déménager mes affaires personnelles progressivement. Vêtements, bijoux, documents importants, photos de famille. J'ai fait attention de ne pas tout prendre d'un coup, juste assez pour que ce ne soit pas évident. J'ai tout mis dans un garde-meuble d'abord, puis progressivement dans l'appartement meublé que j'avais en fait loué, un magnifique 2 pièces dans un immeuble sécurisé du centre-ville avec vue sur la rivière Charles. Marcus a continué sa surveillance. Bryce devenait plus désespéré, son addiction au jeu empirait. Il avait perdu 40 000 $ de plus au cours des 2 dernières semaines seulement. Il empruntait à Elané maintenant. J'ai découvert qu'elle lui avait donné 60 000 $ il y a à peine 3 jours,
s'attendant probablement à les récupérer quand il divorcerait et obtiendrait son règlement. Le samedi soir, je me suis rendu chez Elanée pour le dîner de famille qu'elle avait organisé. C'était une grande et vieille maison coloniale dans le quartier chic de la ville, héritée de son défunt mari. Bryce avait grandi ici, dans cette maison froide et formelle remplie d'antiquité et de jugement. Elanée a ouvert la porte, portant des perles et un sourire crispé. « Alara, tu as pu venir. Entre. Entre. » La salle à manger était dressée pour 4. Bryce était déjà là, avec Dean et sa femme, Alice. Je n'avais pas réalisé qu'il se joindrait à nous. Alice était une femme silencieuse qui semblait toujours légèrement terrifiée par Elanée. J'avais pitié d'elle. Nous nous sommes assis pour un rôti de bœuf et des pommes de terre, et Elanée a immédiatement commencé sa routine habituelle d'insultes subtiles déguisées en sollicitude. « Ma chère, es-tu allée à la salle de sport récemment ? Tu as l'air un peu fatiguée, dit-elle en me passant les légumes tout en prenant la plus petite portion pour elle-même. J'ai été occupée par le travail, dis-je agréablement. Bien sûr, bien sûr. Tes petits projets d'entreprise. C'est bien que tu aies quelque chose pour occuper ton temps. Elle a dit ça comme si je tenais une boutique de loisirs créatifs au lieu d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Dean est intervenu. En fait, maman, l'entreprise d'Alara se porte très bien. Bryce me parlait d'une grande expansion qu'elle prépare. Le sourire d'Elanée s'est crispé. Oui, Bryce a mentionné quelque chose à ce sujet. Ça semble très risqué, cependant. Ne serait-il pas plus sage de se concentrer sur la stabilité à ton âge ? Tu ne rajeunis pas, j'avais 34 ans. Elle parlait comme si j'étais une antiquité. Parfois, il faut prendre des risques calculés pour grandir, dis-je. C'est comme ça que j'ai bâti l'entreprise au départ. Eh bien, Dieu merci, tu as Bryce pour te garder les pieds sur terre, dit Elanée en tendant la main pour tapoter celle de son fils. Il a toujours été si raisonnable avec l'argent, n'est-ce pas, chérie ? Bryce a souri à sa mère, et j'ai vu la même froideur dans ses yeux que j'avais entendu dans sa voix cette nuit-là devant la chambre. C'était ce qu'il avait appris d'elle. Cette cruauté désinvolte, cette conviction que certaines personnes comptaient simplement plus que d'autres. Le dîner a continué sur le même ton. Elanée a fait des commentaires sur mon apparence, mon âge, mes décisions professionnelles. Dean et Alice sont restés pour la plupart silencieux, et Bryce a joué le fils dévoué, acquiesçant à tout ce que sa mère disait. J'ai souri, hoché la tête et joué mon rôle à la perfection. Après le dîner, Elanée a suggéré que les hommes aillent au bureau pour un brandy pendant que nous, les femmes, débarrassions. C'était si démodé et ridicule que j'ai failli en rire, mais je l'ai suivi, ainsi qu'Alice, dans la cuisine. Je suis contente que nous ayons ce moment seul, dit Elanée en me tendant un plat à essuyer. Je voulais te parler de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il, demandai-je, bien que j'ai une idée d'où cela menait. Bryce, dit-elle simplement. Il n'a pas l'air heureux ces derniers temps. Je pense que le mariage lui pèse. Alice m'a jeté un regard d'excuse, mais n'a rien dit. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas contrarier Elanée. Je n'ai pas remarqué qu'il était malheureux, dis-je prudemment. Eh bien, tu ne le remarquerais pas, n'est-ce pas, dit Elanée, sa voix s'aiguisant. Tu es tellement concentré sur ton travail, ton argent, tes propriétés. Quand as-tu vraiment regardé ton mari pour la dernière fois en pensant à ce dont il a besoin? J'ai posé le plat que j'essuyais et je me suis tourné pour lui faire face. Que veux-tu dire exactement, Elanée? Elle a soutenu mon regard avec une confiance absolue. Je dis que ce serait peut-être plus gentil pour tout le monde si tu reconnaissais que ce mariage ne fonctionne pas. Bryce mérite d'être avec quelqu'un qui l'apprécie, qui le met en premier, et toi, eh bien, tu préfères clairement ton entreprise à toute relation. Il est peut-être temps de vous séparer à l'amiable avant que quelqu'un ne soit blessé. Voilà. Elle préparait le récit. Quand Bryce demanderait le divorce après l'expiration du contrat de mariage, il prétendrait que j'avais été une épouse négligente, que je l'avais repoussé avec mon obsession du travail. Il le dépeindrait comme la victime et moi comme la femme froide et égoïste qui méritait d'être quittée. C'est une perspective intéressante, dis-je tranquillement. Mais je ne prévois pas de divorcer de Bryce. J'aime mon mari. L'expression d'Elanée a vacillé avec quelque chose comme de la colère avant qu'elle ne la lisse. Bien sûr que tu l'aimes, ma chère. Je pense juste que tu devrais être réaliste sur la situation. Bryce a toute la vie devant lui. Il ne devrait pas être enchaîné à quelqu'un qui ne peut pas lui donner ce dont il a besoin.
Je savais ce qu'elle voulait dire. Des enfants. Bryce avait mentionné vouloir des enfants au début de notre mariage, mais j'avais dit que je voulais attendre que l'entreprise soit plus stable. La vérité, c'est que je n'avais jamais été sûr de vouloir des enfants, et j'avais été honnête à ce sujet. Maintenant, Elané l'utilisait comme une autre arme, une autre preuve que je n'étais pas assez bien pour son fils. Eh bien, merci pour ta sollicitude, dis-je, ma voix toujours agréable. Mais Bryce et moi réglerons nos problèmes nous-mêmes. Nous avons fini de nettoyer en silence. Quand nous sommes retournés au bureau, Bryce et Dean riaient de quelque chose, et j'ai vu comment le visage de Bryce a changé quand il m'a vu. Le rire s'est éteint, remplacé par ce masque poli qu'il portait toujours avec moi. Sur le chemin du retour, il était silencieux. J'étais silencieuse aussi, pensant aux paroles d'Elané, aux pièges qu'ils avaient si soigneusement construits. Il pensait m'avoir coincé. Il pensait que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Ma mère est bien intentionnée, dit finalement Bryce alors que nous entrions dans l'allée. Elle s'inquiète juste pour moi. Je sais, dis-je, et c'était vrai. Je savais exactement à quel point Elané aimait son fils, assez pour l'aider à planifier la destruction de la vie de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après que Bryce se soit endormi. Mon téléphone a vibré avec un message de Marcus. Il avait découvert quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. J'ai lu son texto 3 fois, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. Les dettes de jeu de Bryce n'étaient plus seulement personnelles. Il avait contracté des prêts en utilisant mes propriétés comme garantie. Pas les vraies propriétés, mais des faux. Il avait créé de faux documents montrant que j'avais accepté de garantir ses dettes avec mes biens immobiliers. Les prêts totalisaient plus de 400 000 $, et les usuriers commençaient à faire pression pour le paiement. Si ces faux documents apparaissaient un jour dans un divorce, même s'ils étaient prouvés frauduleux, la bataille juridique serait coûteuse et compliquée. Bryce prétendrait qu'il pensait avoir ma permission, que nous en avions discuté et que j'avais oublié. Il brouillerait les pistes suffisamment pour faire traîner la procédure, peut-être forcer un règlement juste pour en finir. C'était brillant, d'une manière tordue. Il avait créé un levier, une assurance pour s'assurer d'être payé même si j'essayais de contester le divorce. Mais il avait fait une erreur critique. Il avait commis une fraude. Une fraude réelle, documentable, passible de poursuite. Et j'avais des preuves. J'ai fait une capture d'écran du message de Marcus et je l'ai sauvegardé sur mon disque crypté. Puis j'ai envoyé un texto à Anna à Boston. Nous devons parler demain matin. Urgence. Quand je me suis finalement endormi, j'ai rêvé d'eau claire et de ciel ouvert. J'ai rêvé de liberté. Le lendemain matin était un dimanche. Bryce a fait la grasse matinée pendant que je faisais du café et attendais dans la cuisine qu'Anna me rappelle. Elle a téléphoné, l'air inquiète. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé. Je lui ai parlé des faux documents de prêt. Je pouvais l'entendre taper rapidement pendant que je parlais. Ça change les choses, dit-elle. C'est une fraude criminelle. Nous pouvons l'utiliser. Comment, demandai-je. Nous pouvons porter plainte, mais plus important encore, nous pouvons l'utiliser pour annuler toute réclamation qu'il pourrait faire dans un divorce. S'il vous poursuit pour quoi que ce soit, nous menaçons de le poursuivre en justice. Il partira sans rien pour éviter la prison. Je veux plus que ça, dis-je. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Je veux des conséquences qui comptent vraiment. Il y eut une pause. À quoi pensez-vous? Je pense que j'en ai fini de jouer gentiment, dis-je. Je pense qu'il est temps d'en finir. La clôture de la vente de la maison était prévue pour le jeudi matin à 10 h. J'ai dit à Bryce que j'avais une journée complète de réunions, je l'ai embrassé au revoir comme je le faisais toujours, le regardant se réinstaller dans son lit avec son téléphone. Il n'avait aucune idée que dans 3 heures, tout changerait. J'ai retrouvé Sky au bureau de la société de titres en centre-ville. Les acheteurs étaient un jeune couple qui avait fait fortune dans la technologie, enthousiaste et agréable. Ils ont souri alors que nous signions document après document, leur transférant ma belle maison. 3,3 millions de $ ont été virés sur mon compte, puis immédiatement transférés à la fiducie qu'Anna avait établie. L'ensemble du processus a pris 45 minutes. Félicitations, dit l'agent de titre en me serrant la main. Quand déménagerez-vous? J'ai déjà déménagé, dis-je. La propriété est vacante depuis ce matin. C'était en grande partie vrai.
J'avais enlevé les derniers de mes objets personnels la veille, pendant que Bryce était au bureau de son frère. Les meubles resteraient. Cela faisait partie de l'accord, mais tout ce qui comptait pour moi était déjà parti. Je suis retourné à mon nouvel appartement et j'ai mis des vêtements confortables. Puis je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai commencé la phase finale. D'abord, j'ai envoyé un email au téléphone de Bryce. Le message était simple. La maison a été vendue. La clôture a eu lieu ce matin. Tu dois être parti pour 17 heures aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires prennent possession demain. Puis j'ai envoyé un deuxième email avec des pièces jointes, des photos de l'enquête de Marcus. Bryce avec Chloé. Bryce au casino. Bryce rencontrant des usuriers. Et enfin, des copies des faux documents de prêt qu'il avait créés en utilisant mes propriétés comme garantie. Le dernier email était le plus long. Je l'avais écrit soigneusement au cours de la semaine passée, le révisant jusqu'à ce que chaque mot soit parfait. Bryce, je sais tout. Je sais pour Chloé. Je sais pour les dettes de jeu. Je sais pour les faux documents. Je sais ce que tu as dit à ta mère à mon sujet. Sur le fait que tu me trouves dégoûtante. Sur le fait que seule ma fortune t'intéresse. Je t'ai entendu cette nuit-là, il y a 3 semaines. J'ai entendu chaque mot. Pendant 3 ans, j'ai cru en nous. Je me suis changé en essayant d'être assez bien pour toi. J'ai accepté la cruauté de ta mère parce que je pensais que c'était ça, la famille. J'ai soutenu tes rêves, tes choix, ton manque total d'ambition parce que je pensais que je t'aimais. Mais tout était un mensonge. Tu m'as épousé pour l'argent. Tu as attendu que le contrat de mariage expire pour pouvoir divorcer et prendre la moitié de tout ce que j'ai construit. Tu as menti à Chloé, à moi, à tout le monde. Tu m'as volé. Tu as commis une fraude en utilisant mon nom. Voici ce qui va se passer maintenant. La maison est vendue. L'argent est dans une fiducie que tu ne peux pas toucher. Mon entreprise a été restructurée de manière à la protéger complètement. Chaque actif que je possède est sécurisé. Tu n'auras rien, parce que tu n'as rien apporté. Tes dettes sont ton problème. Tes mensonges sont ton problème. Tes faux documents de prêt sont ton problème. Et si tu essaies de les utiliser dans une action en justice contre moi, je te ferai arrêter pour fraude. J'ai des preuves de tout. J'ai des enregistrements, des photos, des documents. J'ai des témoins. Tu peux demander le divorce quand tu veux. Je me fiche du contrat de mariage maintenant, car il n'y a rien à prendre pour toi. Mais si toi, ta mère ou ton frère essayaient de me causer des problèmes, de nuire à ma réputation ou à mon entreprise, je vous détruirai. Je porterai plainte. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui tu es. Tu voulais jouer avec la vie de quelqu'un. Félicitations, tu as perdu. Ne me contacte plus. Mon avocate t'enverra les papiers du divorce. J'ai appuyé sur envoyer pour les 3 emails, puis j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro d'Elané, puis celui de Dean. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Je les ai effacés de ma vie aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Le nom de Bryce s'est affiché à l'écran. Même si je l'avais bloqué, il appelait depuis le téléphone de Dean. J'ai refusé l'appel. Il a appelé encore et encore. J'ai éteint mon téléphone. Je suis resté assise dans mon appartement silencieux et je n'ai ressenti que du soulagement. C'était fait. 3 semaines après la nuit où j'avais entendu ces mots devant la porte de ma chambre, et c'était complètement terminé. Marcus a appelé ma ligne professionnelle 1 heure plus tard. Il est à la maison, dit-il. Il panique. Les nouveaux propriétaires viennent d'arriver avec leur entrepreneur pour commencer à planifier les rénovations et Bryce essaie d'expliquer qu'il y a eu une erreur. La police est là maintenant. Bien, dis-je. Tiens-moi au courant si autre chose se passe. Alara, dit Marcus, sa voix douce. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je fais ce métier depuis 30 ans et j'ai vu beaucoup de mauvaises personnes. Ce qu'il vous a fait, ce qu'il prévoyait de faire, c'était calculé et cruel. Vous vous êtes protégé. C'est tout. Merci, dis-je, et je le pensais. J'ai passé le reste de la journée à travailler. J'ai eu des conférences téléphoniques avec des entrepreneurs, j'ai examiné les plans du nouveau développement en centre-ville, j'ai rencontré Camilla pour discuter des délais du projet. Le travail était ancrant, familier.
Il m'a rappelé qui j'étais sous toute cette douleur. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était Delaney. Espèce de femme vindicative et égoïste. Comment oses-tu jeter mon fils dehors sans avertissement? Comment oses-tu détruire sa vie pour un malentendu? Bryce t'aime. Il t'a toujours aimé. Tu es juste trop amer et peu sûr de toi pour le voir. Tu le regretteras. Tu passeras le reste de ta vie seul, et tu le mériteras. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Anna avec une note pour le dossier. Puis je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. Charlotte était magnifique d'ici, propre, lumineuse et pleine de possibilités. Les papiers du divorce ont été déposés le lundi. Anna avait travaillé tout le week-end pour tout préparer et ils étaient inattaquables. Le contrat de mariage était toujours en vigueur pour encore 7 mois, ce qui signifiait que tous mes biens prénuptiaux restaient miens. La restructuration de l'entreprise était achevée, supprimant toute ambiguïté sur ma société. La vente de la maison était documentée et légale. Il n'y avait rien que Bryce puisse réclamer et rien contre quoi il puisse se battre. Son avocat a appelé Anna le mardi. J'étais en réunion quand elle m'a envoyé un texto. Ils veulent négocier. Je leur ai dit qu'il n'y a rien à négocier. Il obtient 0, ai-je répondu par texto. Bien. Le mercredi, Marcus m'a envoyé son rapport final. Bryce avait emménagé chez Dean et Alice. Il appelait toujours mon bureau, laissant des messages vocaux désespérés que mon assistante avait pour instruction de supprimer sans les écouter. Il a essayé d'obtenir un prêt pour rembourser ses dettes de jeu, en utilisant la maison de sa mère comme garantie, mais Delaney avait refusé. Les usuriers tournaient autour et il n'avait aucun moyen de payer. Chloé avait découvert mon existence. Quelqu'un lui avait envoyé des articles de journaux sur mon entreprise ainsi que des photos de mariage. Elle avait confronté Bryce chez Dean, lui hurlant dessus dans l'allée pendant que les voisins regardaient. Puis elle avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, le traitant de menteur et d'escroc. Le message était devenu viral dans les cercles locaux, partagé et commenté par des centaines de personnes. Delaney avait essayé de limiter les dégâts, appelant des connaissances communes pour diffuser sa version des événements. J'étais la femme folle et jalouse qui avait pété les plombs et jeté son mari innocent dehors. J'étais vindicative et cruelle. Bryce était la victime. Mais l'histoire n'a pas tenu. Trop de gens me connaissaient ma réputation d'intégrité et d'équité. Et trop de gens avaient vu Bryce pour ce qu'il était vraiment, un homme charmant sans substance qui avait fait un beau mariage et était devenu paresseux. Camilla m'a appelé le jeudi après-midi. As-tu vu la section affaires de l'Observer aujourd'hui? Non. Pourquoi? Il y a un article sur ton projet de développement en centre-ville. C'est vraiment positif. Ils ont interviewé plusieurs membres du conseil municipal qui ont loué l'implication communautaire et les pratiques éthiques de ton entreprise. Il y a une citation du maire qui te qualifie de l'une des dirigeantes d'entreprise les plus précieuses de Charlotte. J'ai ouvert l'article sur mon ordinateur. C'était tout ce que Camilla avait dit, plus un encadré sur la croissance de mon entreprise au cours des 10 dernières années. Il y avait une photo de moi sur un chantier, portant un casque et montrant des plans. J'avais l'air confiante, capable, rien à voir avec la femme qui se tenait dans son couloir 3 semaines plus tôt, écoutant son mari la traiter de gros hippopotame. As-tu arrangé ça? Ai-je demandé à Camilla. J'ai peut-être mentionné à un ami journaliste que tu faisais quelque chose d'innovant en matière de développement urbain, dit-elle. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le reste s'est écrit tout seul. Tu es vraiment impressionnante, Alara. Il est temps que les gens s'en souviennent. Ce soir-là, j'ai rencontré mon avocate à son bureau de Charlotte pour signer les derniers documents du divorce. Tout était prêt à être signifié à Bryce. Le mariage serait dissous dans 6 mois, la période d'attente standard. Il ne recevrait rien, pas d'argent, pas de propriété, pas de pension alimentaire. Après 3 ans de mariage, il repartirait exactement comme il était venu, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et les dettes qu'il avait accumulées. Il a signé l'accusé de réception, dit Anna en faisant glisser un document sur son bureau. Son avocat lui a conseillé d'accepter les termes plutôt que de se battre. Je pense qu'ils ont réalisé à quel point les accusations de fraude seraient graves si cela allait au tribunal. J'ai regardé la signature de Bryce, une arabesque au bas de la page. Et Delaney? A-t-elle essayé autre chose? Quelques emails de plus, quelques appels au bureau.
Rien de poursuivable. Elle est en colère, mais elle est assez intelligente pour savoir qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire. Son fils lui a menti aussi. Rappelez-vous, elle lui a donné 60 000 $ en se basant sur ses promesses concernant le règlement du divorce. Maintenant, elle a perdu cet argent sans aucun moyen de le récupérer. Bien. Je sais que j'aurais dû me sentir coupable à ce sujet, qu'Elane ait perdu son argent, mais ce n'était pas le cas. Elle avait élevé un fils qui voyait les gens comme des ressources à exploiter. Elle avait encouragé sa cruauté, ri de ses blagues sur mon apparence, l'avait aidé à planifier de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Elle avait mérité chaque conséquence qui lui était arrivée. J'ai signé les derniers documents et je me suis levé pour partir. Anna m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Vous avez géré cela parfaitement, dit-elle. Beaucoup de gens dans votre situation seraient restés, se seraient convaincus que ce n'était pas si grave, ou ils auraient réagi émotionnellement, fait quelque chose d'irréfléchi. Vous avez été stratégique et patiente. Vous vous êtes protégé, ainsi que vos actifs, complètement. J'ai appris des meilleurs, dis-je. Merci pour tout. Merci de m'avoir fait confiance. Et je sais que ça a été terrible, mais vous allez vous en sortir. Mieux que bien. Vous allez prospérer. Je la croyais. Pour la première fois en 3 ans, je croyais vraiment que j'allais m'en sortir. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café du centre-ville de Charlotte avec Camilla, examinant les plans de notre prochain projet. Le développement du centre-ville était en avance sur le calendrier et en dessous du budget. Le conseil municipal avait approuvé notre proposition pour une deuxième phase. Mon entreprise avait connu une croissance de 30% et j'avais embauché 10 nouveaux employés. « As-tu des nouvelles de Bryce ?» demanda Camilla en sirotant son latte. « Marcus m'a envoyé une mise à jour le mois dernier, dis-je. Il a fait faillite, a tout perdu. Il travaille maintenant chez un concessionnaire automobile, vit dans un studio dans l'est de la ville. Elane ne lui parle plus. Apparemment, elle lui a reproché d'avoir perdu ses 60 000 $ dans les dettes de jeu. Il a un plan de remboursement. Il lui faudra des années pour les régler. Dean l'a renvoyé de l'agence d'assurance après que l'incident avec Chloé soit devenu viral. Sa réputation est à peu près détruite. Camilla est restée silencieuse un moment. Est-ce que tu te sens mal pour ça? Pour la façon dont tu as complètement démantelé sa vie. J'ai réfléchi à cette question. Je me l'étais posée de nombreuses fois au cours des derniers mois. La réponse était toujours la même. Non, dis-je. Il a essayé de me faire la même chose. La seule différence, c'est que j'ai été plus intelligente et plus rapide. Si j'avais attendu, si je lui avais fait confiance ne serait-ce que quelques mois de plus, j'aurais tout perdu. Il aurait divorcé juste après l'expiration du contrat, pris la moitié de ce que j'avais construit, et serait parti en ayant l'impression de l'avoir mérité. Il m'aurait détruite sans une seconde pensée. C'est juste, dit Camilla. Tu sais quoi? Je pense que tu es une femme qui connaît sa propre valeur maintenant. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance. Elle avait raison. Les 6 derniers mois avaient été difficiles, mais ils avaient aussi été clarifiants. J'avais commencé une thérapie pour surmonter la trahison et les années passées à accepter la cruauté d'Elane. Je m'étais inscrite à une salle de sport, non pas pour perdre du poids, mais parce que je voulais me sentir forte. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Je me suis souvenu de qui j'étais avant Bryce, avant de me réduire pour m'adapter à l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de ce que je devais être. Mon entreprise était florissante. Ma réputation à Charlotte n'avait jamais été meilleure. J'avais été invité à prendre la parole à une conférence sur les femmes en affaires le mois prochain. On m'avait demandé de rejoindre 2 conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. Je construisais la vie que j'avais toujours voulu, celle que j'avais mise en attente en essayant d'être la femme de quelqu'un. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. Je n'ai pas assisté à l'audience. Anna m'a représenté et le juge a signé les papiers de dissolution sans commentaire. J'étais de nouveau célibataire, libre et net, avec tout ce que j'avais construit encore intact. J'ai célébré en ne faisant absolument rien. Je suis resté à la maison, j'ai commandé à emporter et j'ai regardé de vieux films dans mon appartement confortable. C'était calme et paisible, et j'ai réalisé que c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. Je n'en avais jamais eu besoin. Marcus m'a envoyé une dernière mise à jour sur Bryce un mois après la finalisation du divorce.
il avait déménagé dans une autre ville, quelque part en Indiana, essayant de recommencer là où les gens ne connaissaient pas son histoire. Elane avait vendu sa maison et déménagé en Floride pour vivre près de Dean et Alice. La famille s'était complètement fracturée, chacun blâmant les autres pour l'échec cuisant de leur plan. Chloé était passée à autre chose aussi, sortant avec quelqu'un de nouveau et postant des photos heureuses sur les réseaux sociaux. J'avais eu pitié d'elle au début, mais elle s'était remise rapidement. Elle avait 26 ans et était résiliente. Elle s'en sortirait. Quant à moi, j'allais plus que bien. J'avais pris tout ce qui était destiné à me détruire et je l'avais transformé en carburant. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'avais appris que je n'avais pas besoin de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. J'avais appris que la vengeance, la vraie vengeance, ne consistait pas à blesser quelqu'un. Elle consistait à se protéger et à refuser d'être une victime. Un soir de fin d'été, je me tenais sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil peindre la rivière d'or et d'orange. Mon téléphone a vibré avec un email de mon comptable. La fiducie que j'avais établie avait augmenté de 15% grâce à des investissements prudents. Ma valeur nette avait augmenté de près de 2,5 millions de dollars depuis le divorce. Tout ce que Bryce avait essayé de voler, tout ce qu'il avait planifié et manigancé, je l'avais gardé et multiplié. J'ai pensé à cette nuit devant ma chambre, entendant ces mots cruels, ce gros hippopotame me dégoûte. Seule sa fortune m'intéresse. À l'époque, ces mots m'avaient presque détruite. Maintenant, il semblait juste pathétique. Il avait été si confiant, si certain que j'étais trop stupide et désespéré pour réaliser ce qu'il faisait. Il s'était trompé sur tout, sur mon intelligence, sur ma force, sur ma valeur. Il m'avait complètement sous-estimé, et cela lui avait tout coûté. J'ai levé mon verre de vin au coucher du soleil, à la rivière, à la ville qui m'avait vu me reconstruire. J'avais survécu à la trahison, à l'humiliation et à 3 ans d'abus émotionnels déguisés en mariage. J'en étais sorti plus forte, plus sage et complètement libre. Bryce a passé les 2 années suivantes à lutter pour reconstruire ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait perdu. La faillite le suivait partout, le rendant incapable d'obtenir du crédit ou de trouver un emploi décent. Son addiction au jeu, non traitée et si longtemps favorisée par ses attentes d'argent facile, n'a fait qu'empirer avec le stress. Il a changé d'emploi, de ville, toujours une longueur d'avance sur ses dettes et sa réputation. Elane, amère d'avoir perdu son investissement et humiliée par l'échec public de son fils, l'a complètement coupé des ponts, refusant même de prendre ses appels. Dean et Alice ont pris leur distance, trop fatigués d'être associés au scandale. Bryce s'est retrouvé exactement là où il avait toujours craint d'être, seul, fauché et insignifiant. La preuve vivante qu'essayer de voler la vie de quelqu'un ne fait que garantir que vous perdiez la vôtre. Quant à moi, j'ai construit quelque chose de réel. Pas seulement une entreprise, mais une vie qui m'appartenait entièrement, libre de manipulation et de cruauté. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir si complètement soi-même que les gens qui ont essayé de vous diminuer deviennent insignifiants. Je repense à cette nuit dans le couloir, à la femme que j'étais, qui se tenait là à écouter ces mots haineux. Et je lui en étais reconnaissante. Elle avait été assez forte pour rester silencieuse, assez intelligente pour planifier, et assez courageuse pour s'éloigner de tout ce qui était familier afin de protéger ce qui comptait. Cette version de moi nous avait sauvés.